Bonjour à toutes et tous pour la nouvelle émission, la nouvelle édition de l'émission sur Tiloche Radio en langue française avec l'équipe du site internet d'information sur la Hongrie Oulala. Donc on a Corentin, bonjour Corentin. Bonjour. William. Bonjour à tous. Et puis notre super disque jockey Neil. Salut Neil. Alors aujourd'hui, on a la chance. L'homme chevreuil. L'homme chevreuil. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une grande dame, une grande sociologue hongroise qui s'appelle Zsuzsanna Fergay. Alors Corentin, si tu peux un peu nous dire qui est cette dame, et puis après on va revenir un peu avec elle sur son parcours. Alors déjà, on a décidé de faire une émission qui aura pour thème l'augmentation de la pauvreté en Hongrie. On va voir s'il s'agit vraiment d'une augmentation. Parce que voilà, on a trouvé que la Hongrie fait beaucoup parler d'elle à l'international. On parle beaucoup d'extrême droite, par exemple, du comportement autoritaire de Viktor Orban, mais on passe souvent à côté de l'essentiel, il me semble, qui est les difficultés économiques que rencontre une grande partie de la population en Hongrie. C'est pour ça qu'on a décidé de consacrer ce thème à l'émission et d'inviter donc Zsuzsanna Fergay aujourd'hui. Donc Zsuzsanna Fergay, vous êtes sociologue émérite de l'université de ELTE. C'est vrai. Vous avez créé en 1988 le premier département d'études de politique sociale en Hongrie. C'est aussi vrai. Et vos principaux thèmes de recherche sont les inégalités sociales, l'éducation, les politiques sociales, la pauvreté et l'impact social qu'a eu la transition de 1989 en Hongrie. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer dans un premier temps par revenir sur votre parcours professionnel? Vous nous disiez juste avant le début de l'émission que vous aviez, par exemple, visité plusieurs fois la France, où vous avez rencontré le sociologue Pierre Bourdieu. Et est-ce que vous pourriez nous raconter dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? Quand je suis allé à l'université, la sociologie ici n'existait pas. C'était science bourgeoise. Donc, j'ai fait de l'économie et après, je suis passé à l'Office central de statistique où, quand je suis tombée en disgrâce en 1956, j'ai dû joindre les statistiques des budgets familiaux. Et je crois que c'était ma chance parce que c'est là que j'ai commencé à voir un peu comment les gens vivent et les différences qui n'étaient pas perçues comme telles parce qu'en principe, ça se passait en 1953, donc très, 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 très longtemps. Et c'est là que j'ai commencé à m'occuper de la société, des différents groupes, des différents niveaux de vie et des différentes difficultés. Et c'est à partir de là que je suis devenue, disons, statisticienne sociale, j'avais encore la chance d'avoir eu la possibilité de faire des enquêtes énormes sur 20 000 familles pour voir comment la société se stratifie en groupes, etc. Cette recherche, ça se passait au début des années 60 et c'est là que j'ai eu la première fois le permis d'aller en France. C'était une visite familiale parce que mon frère a quitté le pays en 1956, vivait en France, donc on m'a accordé le droit de le visiter. Mais c'est là que j'étais en plein milieu d'essayer d'avoir des outils pour décrire la société. Je suis allé de sociologue en sociologue pour voir si mes questions pouvaient trouver des réponses chez certains d'eux. Et c'est là que je suis arrivée, c'était une sorte de pèlerinage. Évidemment, j'ai lu ce que j'ai pu, j'ai lu pas mal de choses de Gurwitch à je ne sais qui, mais Bourdieu n'était pas connu, il était très au début de sa carrière. C'est Raymond Aron, et c'est très intéressant pour moi, parce que Aron, c'était
disons, un conservateur très très connu et très respecté. Et Bourdieu, je crois qu'il était toujours un peu révolutionnaire dès les premiers temps. Néanmoins, c'est Aron qui a aidé Bourdieu d'établir ce qu'on appelait d'abord le Centre de sociologie européenne. Et c'est là que je l'ai visité. Je me rappelle des jeunes gens qui étaient là, Monique de Saint-Martin et encore d'autres noms qui me viennent. Je crois que Robert Castel n'était pas encore là, mais Bourdieu dirigeait déjà l'unité. Et c'est à ce moment-là qu'il a fini son livre sur l'archerie. Et disons que sa sociologie était beaucoup plus développée parce que moi j'avais même pas étudié la sociologie formellement, mais on a très vite découvert que son approche est très proche de ce que je veux, donc j'ai pu utiliser pas mal de catégories, pas mal disons, d'arguments logiques, etc. Pas seulement là, mais plus tard, quand je suis passé à l'éducation, c'est aussi à ce moment-là, mais c'était absolument indépendant parce qu'on n'était pas en contact, que Bourdieu et Passeron ont commencé à étudier l'école. C'était d'ailleurs dans le temps, c'était disons à la mode, parce que c'est là où, à la fin des années 60, que les sociétés ont découvert que les inégalités, c'était pas très avantageuse et que l'école pouvait être un instrument de réduire les inégalités sociales, améliorer les chances des enfants. Donc c'était une sorte de vague par le monde et nous aussi en Hongrie, c'est-à-dire j'ai commencé à faire ici avec un groupe des études sur l'école. Et là aussi, disons que pas mal de catégories, pas mal de tendances ont ressemblé de très près de ce que eux ils ont écrit dans les 2 livres qu'ils ont écrits sur l'école. Plus tard, disons que c'était une amitié qui est restée pendant des dizaines d'années, mais pas d'une manière soutenue. On s'était rencontrés au hasard. Mais j'ai traduit pas mal, j'ai fait des volumes, des sélections d'essais. Donc ça, je crois un peu par ce... qu'est-ce que c'est j'étais une sorte d'intermédiaire. C'est vrai aussi non seulement pour Bourdieu, mais aussi pour pas mal pour la politique sociale tout entière. Parce que je parle anglais et français, j'ai eu la bonne chance de lire et de rencontrer pas mal de personnes, donc j'ai joué ce rôle d'intermédiaire pour pas mal. Et comment, dans les années 60, comment ce type d'approche, les études, ont été perçues à l'université en Hongrie ou par les autorités politiques autour de Kadar? Les autorités politiques n'étaient pas trop heureuses parce que finalement, disons que la publication de l'Office central statistique et plus tard mon livre sur la stratification sociale qui est apparu, je crois, en 70, évidemment, ça ne pouvait pas utiliser ni les catégories marxistes ni les catégories officielles. Ce que c'était assez intéressant que comment ça s'appelait, la commission, ou comité central du parti a convoqué une sorte de meeting pour politiciens et professionnels pour dire à l'Office central statistique que les catégories qu'on a utilisées, qui catégorisaient les gens selon les caractéristiques de leur travail, c'est-à-dire une sorte de catégorie économique, socio-économique, que ce n'était pas juste parce que la société a consisté de la classe
pas prolétaires, mais des paysans et les intellectuels, oui, ils figuraient aussi, mais comme une sorte de groupe marginal. Et que toute autre approche n'était pas acceptée par le parti. Ce qui faisait à peu près à ce moment-là, à la fin des années 60, que je devais quitter l'Office central de statistique parce que je me suis rapproché trop de la sociologie. Mais finalement, cette classification a évidemment resté. Et c'était il n'y a pas une semaine que l'Office central de statistique a invité plusieurs gens qui sont intéressés aux groupements sociaux de discuter quelles sont les catégories qu'ils doivent utiliser en travaillant sur le dernier recensement. Et évidemment, cette catégorisation qu'on a utilisée il y a, je sais pas, 150 ans, il reste toujours parce que ça peut pas ne pas y rester. Même si moi-même je crois qu'on a raison évidemment de toujours changer, d'essayer de suivre ce qui se passe dans la société, partant par la précarité. Mais oui, ça est passé, c'est toujours, les pauvres étudiants doivent toujours lire ce que j'ai écrit, là et plus tard. Et je crois que je n'ai jamais rien écrit que je dois réfuter aujourd'hui. Et je crois que ça me donne une certaine satisfaction. Et en plus, vous avez dû former indirectement à travers vos écrits ou directement à travers vos enseignements des générations de sociologues maintenant. Peut-être moins les sociologues que ceux qui finalement sont joints à cet effort d'établir en Hongrie la politique sociale comme une sorte de, je ne veux pas dire science, mais une discipline plus ou moins autonome, parce que finalement la politique sociale est un mélange d'économie, de droit, de sociologie, d'une pléthora de savoir qui vient de 200 ans de pratiques de politique sociale par les États, qui doit être distillé, comment dirais-je, on doit en effet travailler sur des théories qui peuvent diriger certaines actions gouvernementales ou certaines interventions gouvernementales ou non gouvernementales. Et c'est un peu la politique sociale qui ici n'existe pas parce que pendant le cadarisme, on disait qu'on n'a pas besoin de politique sociale parce que toute la politique du gouvernement est politique sociale. Et officiellement, il n'y avait pas de pauvres. Officiellement, il n'y avait pas de pauvres pendant le cadarisme. Vu de maintenant, comment dirais-je, c'est assez compliqué parce qu'on pendant le cadarisme, le problème que je devais rechercher pendant tout le temps, c'était les inégalités et aussi la pauvreté. Le traitement de la pauvreté qui aussi pratiquement n'existait pas puisque le gouvernement n'a pas reconnu l'existence de la pauvreté. Et cela, c'était sujet critique. Mais vu de maintenant, ce que j'essaie de répéter, que oui, cette société avait une idéologie, avait déclaré de soi qu'elle était une société entre guillemets égalitaire, que la pauvreté n'existait pas, et c'est ce qu'on voulait démontrer que c'était faux, et c'était faux. Mais vu de maintenant, c'était les inégalités à la pauvreté ne peuvent pas être ce qui existe aujourd'hui, essentiellement pour deux raisons. L'une des raisons est que c'était faux ou pas faux, mais c'était plein emploi, parce qu'on devait tout le monde devait travailler, y compris les gitans, y compris ceux qui ne voulaient pas travailler, parce que le non-travail était pénalisé. Il y avait très peu qui prenaient pas un travail.
1 ou 2%, évidemment non enregistrés. Une partie d'eux, c'était des malades, etc. Mais le plein emploi a été un fait artificiel. Parce que ça devait dire que l'économie ou les entreprises employaient beaucoup plus de personnes que n'en avaient besoin. 3 pouvaient balayer la cour, mais au lieu d'une personne. Mais néanmoins, les gens avaient un salaire stable et pouvaient avoir un peu de contrôle sur leur futur ou pouvaient former des plans sur le futur des enfants. L'autre élément dans ce tas, c'était les prix qui étaient non consciemment, c'était pas des prix de marché, mais les besoins essentiels étaient de prix bas et les besoins de luxe avaient des prix anormalement hauts. Ce qui faisait que pratiquement, je sais parce qu'on a cherché, il y avait la pauvreté très bien reconnaissable, mais en même temps, il était très difficile de trouver un enfant qui avait faim. Parce que le pain était vraiment de prix très très bas. Si on avait un salaire bas mais stable, l'essentiel pouvait être acheté. Et en même temps, on n'avait pas des arrières avec l'électricité, etc. Parce que c'était aussi de prix très très bas. Alors, ce qui fait... graduellement, le système de sécurité sociale, y compris les allocations familiales, peu à peu, tout était devenu universel. À partir de 1974, les soins médicaux, l'allocation familiale, etc., sont devenus universels, c'est-à-dire ceux qui travaillaient dans le secteur privé ou ceux qui travaillaient dans le secteur coopératif, qui étaient évidemment un peu... avaient moins de prestige que le secteur d'État, mais tous avaient accès à ces biens ou services. Tandis que aujourd'hui, la pauvreté est reconnue. On a même des stratégies fantastiques, merveilleuses sur la réduction de la pauvreté. L'Union européenne joue un rôle central pour forcer ou persuader ces pays de faire des stratégies pour l'intégration sociale des gitans et des pauvres et contre les inégalités régionales, etc. Et les stratégies sont très, très belles. La première de celles-là était avant le changement de gouvernement de 2010. C'était le Premier ministre d'alors, M. Liu Chang, qui m'a demandé d'élaborer un plan contre la pauvreté. Je lui ai dit que ça, c'est impossible, mais une stratégie contre la pauvreté des enfants, c'est possible. Donc, c'est ce qui nous a été confié. On est devenu un groupe bon, j'ai pas parlé des, je ne sais pas, 2 décennies que j'ai passées à l'université avec la politique sociale, etc. Mais après ça, quand j'étais déjà en pension, j'ai formé un groupe à l'académie qui devait, d'une part, élaborer et contrôler cette stratégie contre la pauvreté des enfants qui a été acceptée par le Parlement comme décision parlementaire en 2007. Et on avait aussi la possibilité d'élaborer parce qu'un plan national, une stratégie nationale, si on veut vraiment le changement, ça doit se faire, disons, à la base. Alors, le groupe que j'ai, dirigé, c'était des gens qui étaient
encore un mot que je ne trouve pas, qui voulaient participer à mettre en pratique cette stratégie où ça s'appelait une micro-région avec une quinzaine de villages, avec pauvreté énorme, 40% de gitans. C'était dans quelle région de Hongrie? C'est Nógrád. D'accord. Et c'était la micro-région de Széchenyi. Dans un Kistercheg, une micro-région Kistercheg. Kistercheg, oui. Et là, ce travail a été arrêté par le gouvernement il y a un an. Mais pendant ce temps, l'Union européenne finance maintenant cette stratégie d'intégration des pauvres, des gitans, etc., dans les 40 micro-régions qui sont les plus pauvres, et d'autres travaillent maintenant sur ça. Mais ce qu'on a fait, nous, à l'Académie, c'est de joindre le plan national, le plan local et les méthodes d'intervention intermédiaires. Cette trinité est finie. Et pour revenir à la période... William, tu veux faire une pause musicale peut-être? Non, je communique avec Corentin. Je parle un peu trop, mais allez. Non, c'est bien, justement. C'est pour ça qu'on va peut-être faire une pause musicale pour revenir après sur la deuxième partie et parler un peu de la situation actuelle en Hongrie. Voilà. Donc, nous sommes de retour dans le studio avec Zsuzsanna Ferges, sociologue. Dites seulement Zsuzsa, parce que c'est le nom que j'utilise, Zsuzsa Ferges. D'accord. Avec Zsuzsa. D'accord. On va passer sur la situation actuelle de la Hongrie et j'aimerais revenir sur un chiffre de 40%. J'ai expliqué de quoi il s'agit. Il y a quelques mois, cet été, je crois, dans la presse, il y a eu une sorte de cataclysme où à la publication d'une de vos études qui montrait que 40% de la population devait survivre avec moins de 64 000 forints par mois. Ce qui fait grosso modo un peu plus que 200 €. Et voilà, tout le monde s'est demandé, est-ce que ça veut dire que presque la moitié de la population hongroise vit dans la pauvreté? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce chiffre et nous dresser un tableau de la situation sociale et de la pauvreté en Hongrie actuellement? Bon, arrêtez-moi si je suis encore trop longue. Il y a des recherches qui montrent que ce qu'on appelle élite, c'est-à-dire la classe politique et les dirigeants de l'économie, étaient beaucoup plus égoïstes. C'est-à-dire l'égoïsme, l'individualisme est une caractéristique qui est plus qui est plus forte en Hongrie que par exemple dans les autres pays de transformation. Donc il y a en partie des raisons psychologiques pour lesquelles la transformation en Hongrie était plus dure pour des très larges groupes que dans les pays avoisinants. Ce que je veux dire, c'est que la privatisation des biens d'État était faite d'une manière qui ne tenait absolument pas compte des intérêts des gens, c'est-à-dire on a perdu en 4 ans plus d'1 million d'emplois et un peu plus, la moitié de ceux qui ont perdu leur travail ont été mis en pension korai nyugdíjazás ou en invalidité. En invalidité ou retraite forcée. Retraite. Et puis on a oublié qu'ils sont là, je sais pas, 600 000 personnes. Aussi, on a privatisé d'une manière à vendre non seulement les entreprises, mais aussi les marchés. C'est-à-dire les industries qui faisaient un peu marcher
l'agriculture de la Hongrie, l'industrie de sucre, l'industrie d'huile, etc., étaient tout d'un coup, ont disparu complètement parce qu'on a vendu non seulement les entreprises, mais aussi les marchés. Donc, la Hongrie n'avait jamais de mesures pour contre le chômage et pour alléger la pauvreté, mais évidemment, dans ce cas-là, c'était un devoir de faire quelque chose. Donc, il y avait une première loi pour les bénéfices de chômeurs, et on avait aussi une loi sur l'assistance sociale, c'était en 1993. Mais disons que le cœur n'était pas. La provision pour les chômeurs, qui était originellement très généreuse, a été graduellement diminuée. Merci. Et le niveau d'assistance sociale, qui était toujours très sévère ou chiche, ou je ne sais pas quoi dire, était aussi graduellement diminué. Les inégalités en même temps n'étaient jamais très bien contenues. Donc, à cause de cette politique de pauvreté qui ne prenait pas sérieusement le problème de chômage et de pauvreté, était combinée avec une politique de marché libre où tout est permis. Ce qui fait que les inégalités n'ont pas ni de plafond ni de base et deviennent de plus en plus fortes. Ça, c'était, disons, un procédé graduel dans les 20 dernières années, avec très peu d'arrêts, très peu d'efforts pour arrêter ces transformations. Un des efforts qui n'était pas entièrement superflu était celui du ministre d'éducation entre 2002 et 2010, qui faisait tous les efforts pour arrêter la ségrégation des gitans et pour élever le niveau d'école où étaient beaucoup de gitans et de pauvres. Et c'était un effort qui n'était pas entièrement superflu parce que le résultat qui sont mesurés par ce qu'on appelle l'analyse PISA montre que ceux qui étaient les écoles où les enfants de parents pauvres et mal éduqués sont en majorité, ont gagné plus que les autres. C'était probablement le seul effort qui essayait de faire quelque chose contre ces tendances je ne sais pas comment dire, misération ou l'augmentation de la misère. Et donc, c'est la première partie de l'histoire où avant que le nouveau gouvernement prenne office, on avait déjà à peu près 3 millions de gens qui vivaient au-dessous de ce que l'Office central de statistique appelle le minimum social. C'est un minimum social qui est un peu plus haut que ce qu'on appelle la ligne de pauvreté, définie comme par l'Union européenne. Mais c'est une somme très très basse qui vous permet pas disons de vivre dignement. Exactement. 3 millions, merci. C'était en quelle année? En quelle année on chiffrait le 3 millions? Encore en 2007. 2007 était probablement la meilleure année parce que l'économie commençait à travailler, les revenus ont
un peu augmenté et la pauvreté a un peu décliné. Donc, je parle de 3 millions en 2006-2007. D'accord. Après, les choses sont détériorées de plusieurs manières, mais un changement radical s'est opéré ou s'opère à partir de 2010. Je ne dis pas que les signes et les premiers pas n'étaient pas faits par le gouvernement précédent avant le Fidesz, mais et je ne dis pas non plus que ces tendances sont caractéristiques uniquement de la Hongrie. Ce qu'on appelle conditionnalité, c'est-à-dire ne donner de provision pour les chômeurs seulement contre un travail, c'est-à-dire bénéfice contre service, ça a déjà apparu avant 2010. Mais toutes ces mesures, y compris les conditions d'accéder à l'assistance sociale, les sommes, c'est-à-dire le niveau de l'assistance sociale, et les règles des bénéfices comment ça pour s'appelle? Obtenir les droits, les règles de provision pour les chômeurs sont devenues. Il n'y a pas de comparaison très très stricte. Pour vous donner un seul exemple, le nombre de mois qu'on a droit d'indemnité chômage, sécurité sociale, c'est-à-dire un peu ajusté au salaire avant le licenciement. Oui. C'était 9 mois. Et le rapport de provision était, je ne sais pas, 70% du salaire. Tandis que maintenant, et c'est unique en Europe, unique probablement par le monde, où existe la provision pour chômeurs. Le 9 mois sont devenus 3 mois. Le niveau est devenu, je crois, 60% du salaire, peut-être le plafond et le salaire minimum. C'est-à-dire la différence entre ce que vous recevez quand vous travaillez et ce que vous recevez quand vous quittez le travail, c'est énorme. Et ça ne dure que 3 mois. Et après ça, vous accédez à l'assistance sociale qui est encore un tiers du salaire minimum. Qui est de 22 500 forints. L'assistance est 22 000 forints et le salaire pour ceux qui ont forcé de travailler dans les travaux publics, c'est moins que 50 000, c'est-à-dire c'est à peu près 60% du salaire minimum. Et ce programme de travaux publics, combien de personnes il emploie? Si vous écoutez le gouvernement, il dit que c'est 300 000. Si vous me demandez ou si vous consultez les statistiques qui ne donnent pas une donnée sur l'année entière, c'est-à-dire sur tous ceux qui ont entré le travail public pendant 1 mois ou 2 mois, mais si vous regardez ceux qui sont dans les travaux publics en moyenne 1 jour, c'est à peu près 60-70 000. Mais les statistiques sont très très rares et difficiles à accéder. Mais ce que je dis, c'est basé sur les statistiques. Donc ça veut dire qu'on a à peu près, oui, on a aussi commencé à purifier de manière absolument inhumaine ceux qui ont été en pension de Rokonchagi. Ce que vous avez dit, ceux qui ne sont pas en incapacité de travailler. Oui. On a commencé à réexaminer leur maladie et la presse est pleine de lettres et de nouvelles où l'on dit que telle personne a été déclarée saine et capable de travail et il est mort 2 jours après, ou il manque une jambe et ne peut pas accéder à, etc. Donc, ceux qui sont, ça je regrette de le dire, non, je ne dirais pas.
C'est appelé l'acte Mengele par ceux qui sont en pension d'incapacité. Beaucoup d'entre nous croient que ni les enfants, ni les adultes, ni les malades, etc., ne sont pas importants, que ce n'est pas que pour le gouvernement, le pouvoir est important. Le reste, oui, en discours, en stratégie, dans les documents écrits, ça existe, mais en réalité, beaucoup de mesures sont anti-humaines et anti-enfants. Pour donner encore des exemples, ça aussi, c'est devenu un État très punitif. On a des sanctions très vite et des sanctions très hautes. On a oublié d'indexer les bénéfices, c'est-à-dire l'allocation familiale. La dernière augmentation, c'était en 2008. Maintenant, nous sommes en pratiquement 2013. L'inflation a été importante. L'inflation dans les années, c'est-à-dire cumulée, à peu près 20%, et rien n'a bougé. Ni la pension minimum, ni l'assistance sociale a été baissée encore plus que ça, ni l'allocation familiale qui est importante. En même temps, le gouvernement déclare de vouloir aider ce qu'on appelle la classe moyenne. Mais les avantages sont donnés à 3-5% de ceux qui sont les plus riches. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais c'est très pro-riche et anti-pauvre ce qu'on fait. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a vraiment vous l'expliquez par une nécessité économique ou une volonté vraiment politique? Par exemple, j'ai pas votre phrase exacte sous les yeux, mais j'ai lu que vous disiez que le niveau de pauvreté dans ce pays ne pouvait pas s'expliquer par par ses ressources internes. Je partage absolument cette opinion. Très peu de pays, par exemple, n'ont pas essayé de compenser les pauvres qui ont perdu le plus pendant les années, depuis la crise. La Hongrie n'a absolument rien fait, sauf baisser l'assistance sociale, imposer les conditions très contre dignité humaine. Par exemple, la régulation, les règles pour l'accession à l'assistance sociale sont élaborées en détail. Il y a des éléments centraux, mais aussi les détails sont qu'est-ce que c'est les municipalités ont le droit d'établir les conditions. On a les conditions incroyables, par exemple, l'administration a le droit de visiter votre logement et de regarder si l'habit des enfants est propre, etc. J'aimerais peut-être une question avant de faire une pause musicale, si on a le temps. Corentin, je pense qu'on va continuer pendant une dizaine de minutes, puis ensuite on terminera. Est-ce qu'il est vrai d'affirmer que les inégalités ont augmenté ces dernières années en Hongrie depuis disons 2008? Par exemple, on voit que c'est intéressant que l'indice de Gini, qui est l'indicateur qui est utilisé par la presse, par exemple, pour évaluer le niveau des inégalités d'un pays, un indicateur qui est très contesté, n'a pas beaucoup augmenté depuis le début des années 90, si je ne me trompe pas, en Hongrie. Est-ce que ça reflète vraiment la réalité du terrain, ou est-ce que les inégalités en fait augmentent plus qu'on ne le dit? On a très peu de données. L'Office central de statistique présente les résultats avec 2 ou 3 années de retard. Et l'Institut de recherche qui a fait jusque-là les enquêtes suivies année par année n'avait pas l'argent
dans les 2 dernières années. C'est maintenant qu'ils ont fait une enquête. Donc, les premiers résultats de l'enquête de TAR qui maintenant commencent à être présentés. Et ce qu'on voit, c'est que la pauvreté a augmenté, la pauvreté est devenue plus profonde. Les inégalités, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais les inégalités, c'est-à-dire les déciles de revenus qui ont les revenus les plus hauts, leur revenu moyen a augmenté plus que le moyen, et les plus pauvres ont perdu plus que la moyenne. Ils ont aussi dit, c'était une présentation orale, on n'a pas encore le matériel écrit, que la pauvreté d'enfants a augmenté beaucoup plus que la pauvreté en général. Donc maintenant, il n'est pas tellement difficile de trouver un enfant qui a faim. C'est devenu assez régulier. On n'a pas augmenté, par exemple, la somme pour le déjeuner à l'école. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà. On comprend bien comme ça. À la cantine. Cantine, oui. Donc, il y a le problème de quantité, de qualité, etc., etc. Mais en général, ce qui est déjà sûr, que pendant les 2 dernières années, la pauvreté de l'enfant a beaucoup augmenté. Évidemment, en partie parce que l'allocation familiale a perdu de sa valeur réelle, en partie parce que toutes les provisions pour les chômeurs, etc., ont baissé, l'assistance sociale y comprise, et en partie parce que les conditions sont de plus en plus sévères, donc plus en plus de personnes perdent entièrement le droit, soit au travail public, soit à l'assistance. Je me dois de vous poser une question de la part de quelqu'un qui n'est pas là, c'est Ludovic Lepelletier-Koutachi, qui est chargé de mission à l'Observatoire des inégalités et responsable du réseau Inequality Watch en Europe. Yes. Alors sa question, c'était la suivante, je vous entends un peu. Alors, ma question, c'est quel est le rapport de la société hongroise face à ces inégalités et face à la pauvreté? Comment la société hongroise perçoit la pauvreté, et est-ce qu'il y a des débats autour des inégalités croissantes? Sauf une minorité qui devient de plus en plus consciente de l'impossibilité de la situation, l'augmentation de pauvreté et l'augmentation de la profondeur de pauvreté et le fait que à peu près la moitié des très pauvres sont des gitans, fait que la tendance qui existe un peu partout de criminaliser les pauvres existe sur une très large échelle. Et le gouvernement, au lieu d'essayer de manipuler rationnellement cette haine qui se déchaîne, en partie à l'extrême droite, en partie même au milieu, aux groupes qui sont moins tendance à la violence. Certaines dispositions gouvernementales encore aiguisent ces haines. Par exemple, ça c'est assez intéressant, on a un cours constitutionnel. Il y a presque un an que le gouvernement a adopté une loi comme quoi ceux qui sont sans abri doivent être sanctionnés avec une peine monétaire très haute. S'ils ne peuvent pas payer, ils doivent être incarcérés. Et c'est maintenant 6 ou 7 mois après que la Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition anticonstitutionnelle et il devait être révoqué. Donc la réaction du gouvernement n'était pas de dire que d'accord, on accepte, on va faire plus d'abris pour les sans-abri. Ils ont dit que dès maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui est responsable s'il y aura des sans-abri qui vont mourir de froid cet hiver. Donc c'est honteux
Et puis pour les auditeurs que ça peut intéresser, je sais pas, vous avez peut-être vu cette vidéo. Il y avait une vidéo qui est sur Index, je pense que Corentin et Vincent la connaissent, d'un journaliste de Index.ru qui s'est déguisé en quelque sorte en sans-abri et qui a dormi sur un banc et avec une caméra cachée dans un buisson. Et ils ont attendu pour voir combien de temps la police allait mettre pour venir l'attraper. Et c'était il y a 6 mois à peu près. Oui, je crois que c'était le collectif Varo-Schmidenki et la ville pour tous qui se bat contre cette logique de criminaliser la pauvreté. Je crois que c'est très important ce que vous dites, Varo-Schmidenki, c'est-à-dire la ville appartient à tous. Ce sont des jeunes très très bien formés, très très radicaux, très très intelligents, qui ont des comment ça s'appelle, vous savez, quand il y a un happening, des actions, disons, oui, et qui sont comment dirais-je, qui écrivent, qui font des démonstrations, qui font des de la désobéissance civile aussi. Désobéissance civile, et qui ont écrit par exemple maintenant une lettre au gouvernement à cause de cette histoire de... Aussi, il y a un réseau contre la pauvreté qui commence à être... c'est-à-dire, il y a certains mouvements civils qui commencent à prendre un peu de force, mais la ville appartient à tous, probablement est devenu le plus important pour nous. Pendant les quelques minutes qui nous restent, on va peut-être essayer de vous demander votre avis sur l'actualité immédiate, c'est-à-dire c'est Vincent qui va plutôt se lancer sur le sujet, les négociations entre la Hongrie et le Fonds monétaire international et l'Union européenne pour l'obtention d'un prêt, et les conséquences sur les politiques d'austérité éventuelles qui vont être mises en place, et donc au final sur la pauvreté. Et il y a une question que à laquelle j'ai pas répondu concernant la situation économique. La situation économique, la politique économique de Hongrie, le gouvernement l'appelle non orthodoxe. En effet, nous croyons que le ministre responsable est totalement ignorant de ce que veut dire une économie globale et la situation de la Hongrie dans cette économie globale, et fait tout à travers. Ce qui fait que le niveau ou le pourcentage des investissements est sur un niveau historiquement le plus bas, et il n'y a absolument pas de signe que l'économie va reprendre. Du côté politique, il y a le problème que vous qui vivez en Hongrie voyez, que le gouvernement joue deux jeux. Un des jeux, c'est pour la population hongroise, où les motifs dirigeants sont l'indépendance de la Hongrie, lutte pour la liberté et l'indépendance de la Hongrie. Nous ne cédons pas ni à l'Europe, ni aux agences supranationales, Fonds monétaire international, etc. Vous avez vu les géants affiches, les affiches où le gouvernement disait non au Fonds monétaire, etc. Et ils ont inventé les mensonges que le Fonds monétaire n'a jamais demandé, tel l'abaissement des pensions, etc. Nous disons non à l'abaissement des pensions, nous disons non etc. Donc, la relation entre la Hongrie et l'Union européenne devenait très tendue parce que le gouvernement à tort et à travers a accusé l'Europe de vouloir coloniser la Hongrie. Et son indépendance. Et parfois, donc, contraindre. En partie, c'était uniquement joué pour les Hongrois, mais je crois que certains dans l'Union à Bruxelles savent traduire le hongrois en anglais ou en français. Je crois que rien n'échappe. La Hongrie, le gouvernement fait comme si comme s'il voulait être
être exclu de l'Union. Parfois, il dit le contraire. Je ne crois pas que... Je ne sais pas quels sont quel est l'arrière-plan sur lequel les débats actuels se déroulent, mais je ne crois pas que les sentiments contre la Hongrie n'existent pas dans l'Union. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que nous avons le droit à l'aide de l'Union et dire en même temps que nous ne voulons pas des ordres d'Europe, nous ne voulons pas nous tenir à ce que nous avons accepté comme condition, nous ne voulons pas qu'on nous je sais pas colonise. Pas tout avoir. Oui. Donc je ne sais pas, absolument rien en diplomatie, je ne sais rien de la politique, je ne vois pas les raisons du fait que la Hongrie semble perdre le plus, mais si on me demandait, je dirais que c'était demandé. Merci beaucoup à tous. On nous fait signe en fait que l'émission est terminée. C'était pas assez de temps, trop peu de temps. Il nous aura fallu 2 heures. Il faudra que vous réinvitez une prochaine fois. Il faudra vous réinviter pour approfondir encore plus cette discussion. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine émission de l'émission de Oulala. Et puis on termine avec un morceau musical. Merci et à la prochaine fois. Merci pour vous. Au revoir.